Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur repas, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Alors le conflit israélo-palestinien est malheureusement toujours d'actualité et nous allons une fois de plus l'aborder avec l'ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique, Alain Grèche. Alain Grèche est aujourd'hui directeur du journal en ligne Orient 21, sur lequel de très nombreux sujets concernant le monde sont traités chaque jour. Alain Grèche a écrit plusieurs livres, bien sûr, sur la Palestine, et le dernier a été écrit après les événements du 7 octobre 2023, et il a pour titre « Palestine, un peuple qui ne veut pas mourir ». Ce livre est paru aux éditions Les Liens qui libèrent. La parole d'Alain Grèche est très importante dans cette période de répression par le gouvernement français de toute personne qui soutient la lutte du peuple palestinien. Des étudiants qui manifestent devant les universités sont réprimés, des femmes et des hommes politiques qui ont parlé de la résistance du peuple palestinien sont accusés d'apologie du terrorisme, et toute personne qui dénonce les crimes de l'armée israélienne à Gaza est taxée d'antisémite. Dès la parution de son livre « Palestine, un peuple qui ne veut pas mourir », le 2 mai 2024, Alain Grèche a été interviewé sur différents médias, et je vais vous faire entendre dans cette émission des extraits de ses interventions. Mais je vais vous faire entendre aussi ce que Alain Grèche disait déjà le 4 mai 2011, il y a donc plus de 20 ans, dans l'émission Civis Pacem, au sujet de son livre « De quoi la Palestine est-elle le nom ?» J'avais interrogé à cette époque Alain Grèche dans les locaux du Monde diplomatique, où il était encore rédacteur en chef, et déjà son analyse du conflit annonçait la guerre israélienne à Gaza. Mais commençons par l'actualité et l'entretien d'Alain Grèche sur l'antenne France 24 le 3 mai 2024.
Alain Grèche, comment est-ce que vous comprenez le maintien de la menace de l'opération militaire israélienne sur Rafah, le rajout de cette autre menace, donc d'une opération militaire d'envergure dans le nord d'Israël, alors qu'on parle d'une trêve? Est-ce que les deux choses sont conciliables? Le gouvernement israélien a un problème. Il a un problème, c'est que les objectifs qui s'étaient fixés au lendemain du 7 octobre, c'est-à-dire notamment la destruction politique et militaire du Hamas, n'a pas été accompli, que même le contrôle de la bande de Gaza reste très difficile puisque les combats continuent, y compris dans le nord de Gaza, qui a été, entre guillemets, pris totalement par l'armée israélienne depuis des mois. Donc il y a un vrai problème que le gouvernement israélien ne peut d'autant moins résoudre qu'il est pris entre une aile fascisante représentée par les ministres Ben Gvir et Smotrich, qui menace de quitter le gouvernement s'il y a le moindre accord avec le Hamas. Et si l'opération à Rafah n'est pas menée? Et ceux qui disent qu'il faut donner la priorité aux otages. Quand on entend le chef d'état-major dire nous allons récupérer les otages, on sait qu'une opération à Rafah signifiera sans doute la mort des otages. Donc en fait, ils sont pris eux-mêmes dans leur propre contradiction. Il y a une chose qui est importante et effectivement qui précède le 7 octobre. Depuis des décennies, les gouvernements israéliens sont convaincus que les Arabes ne comprennent que la force et que si on veut assurer la victoire et une solution, il faut que les écraser. Et avant le Hamas, c'était le Fatah, et il y a une volonté de mettre à bas les Palestiniens. Et ce que le 7 octobre a montré d'une certaine manière, mais qui dure depuis des décennies, c'est que ni en Cisjordanie ni à Gaza, les gens sont prêts à céder. Et aucun pays ne peut assurer sa sécurité uniquement sur la force. Et donc c'est ça, je pense qu'il y a une erreur fondamentale qui ne tient pas d'ailleurs seulement à Benyamin Netanyahou, mais à l'ensemble de la classe politique, ou en tous les cas une grande majorité de la classe politique. Ce titre d'abord, Palestine, un peuple qui ne veut pas mourir, donc au lien qui libère. Si vous avez choisi cet intitulé, c'est bien parce que selon vous, c'est l'existence même du peuple palestinien aujourd'hui qui se joue? Oui, et c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire il y a une force de résistance des Palestiniens, depuis 1967, le moment où Israël occupe la Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est, qui ne s'est jamais démentie. Elle a pris des formes différentes et à chaque moment, les Israéliens sont convaincus qu'ils vont arriver à casser les Palestiniens. Et c'est pas telle ou telle organisation, c'est pas le Hamas, c'est pas le Fatah, c'est la volonté de résistance de tout un peuple. Et ça, c'est une chose qu'on sent très fortement quand on est là-bas, et qui est en plus soutenue très largement par les opinions de la région. Donc là, il y a quelque chose qui est un malentendu total. Si on veut aller à la paix, si on veut aller, comme dit la communauté internationale, et comme c'est la position en principe de la France, vers une solution à deux États, il faut accepter qu'il va y avoir une coexistence avec les Palestiniens. Il faut accepter que les Palestiniens sont des interlocuteurs équivalents, qui n'ont pas moins de droits que les Israéliens. Et il faut négocier avec eux. Et la négociation ne peut pas se faire uniquement par le rapport de force. Comment qualifier ça, au-delà d'ailleurs de l'horreur qui s'est produite, comment qualifier ça de résistance? De plus, comment y voir un ferment d'avenir, quelque chose qui peut faire naître des germes d'une paix ou de résolution d'un conflit? C'est vrai qu'on est dans une situation où, on favorise le désespoir. Et le désespoir favorise aussi les opérations désespérées. Mais le problème en Palestine, c'est que la résistance pacifique est impossible au sens propre. Haaretz a publié, New York Times a publié hier le portrait d'un des apôtres de la résistance pacifique. Il est en prison en Israël. C'est le simple fait de dresser un drapeau palestinien ou de réclamer les droits des Palestiniens, c'est considéré comme criminel. Donc, ça ne justifie bien sûr à aucun moment ce qui s'est passé le 7 octobre. Non, c'est pas ça. Mais je veux dire, on ne peut pas parler du 7 octobre sans parler de ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire qu'on a eu les accords d'Oslo, ils ont échoué, et pendant toutes les négociations des accords d'Oslo, la politique de colonisation a continué. On va y revenir tout à l'heure, on va aller en Cisjordanie occupée. À aucun moment on a donné l'espoir. Si les gens, il y a eu des élections en 2007 où le Hamas a gagné les élections, pas parce que les gens étaient, islamistes radicaux, etc., mais parce que le programme de paix proposé par le Fatah et l'OLP avait échoué. C'est-à-dire qu'on avait dit en 1993, il va y avoir des accords et à l'issue de 5 ans, vous aurez un État palestinien.
En fait, il n'y a pas eu d'État palestinien. Et donc, je veux dire, voilà, c'est ça la question. On ne peut pas provoquer une situation de désespoir et après s'étonner que la désespérance s'exprime par des actions désespérées. La résistance pacifique est impossible au sens propre. Si vous manifestez pacifiquement, l'armée israélienne vous tire dessus. La personne que j'ai citée, qui est l'apôtre de la non-violence, il est en prison. C'est ça la question, c'est qu'on ferme toutes les portes et après on s'étonne qu'il y ait des actions violentes. Non, la violence est le résultat d'une occupation. Je dis, imaginez ce que c'est quand même... La communauté internationale est d'accord depuis 1967, enfin en tous les cas dans les années 70, sur l'idée qu'il faut 2 États. Il faut un État palestinien à côté de l'État d'Israël. Israël a ignoré totalement toutes les revendications palestiniennes, a poursuivi la colonisation qui rend impossible la création d'un 2e État, sans que la communauté internationale, et notamment les Occidentaux, ne fassent quoi que ce soit pour faire pression. C'est-à-dire, on n'est pas dans une négociation face à 2 parties égales, les Israéliens et les Palestiniens, comme ça peut être dans des guerres, on négocie entre 2 partenaires égaux. Là, on a des partenaires qui sont fondamentalement inégaux. Alain Grèche, pour essayer de dire les choses clairement, non pas de façon simpliste, mais simple pour un sujet éminemment complexe, si la Cisjordanie aujourd'hui reste en l'état, c'est-à-dire un État qui n'était pas celui que prévoyaient les accords d'Oslo. Les accords d'Oslo prévoyaient qu'Israël rende et l'administration et la sécurité c'est un peu compliqué, mais d'une des zones de Cisjordanie aux Palestiniens. Bref, si la Cisjordanie aujourd'hui reste dans l'état dans lequel elle est, une solution à 2 États est impossible. Il faut rappeler, j'ai regardé les chiffres, en 1993, c'est-à-dire au moment des accords d'Oslo, il y a 110 000 colons en Cisjordanie et 140 000 à Jérusalem-Est. Aujourd'hui, on a 450 000 colons en Cisjordanie et 220 000 à Jérusalem-Est. C'est sûr que ce grignotage du territoire crée une situation de fait. Donc je rappelle quand même, la colonisation, c'est pour la Cour pénale internationale un crime de guerre. C'est pas simplement une erreur ou c'est un crime de guerre. Donc ça, c'est en train de casser la possibilité de 2 États. C'est pour ça qu'un certain nombre de gens disent la solution, c'est un État. Dans les faits, aujourd'hui, on n'a qu'un État. On a simplement un État d'apartheid, c'est-à-dire un État dans lequel vivent 15 millions de personnes, 7,5 millions de Juifs, 7,5 millions de Palestiniens, et ils ne vivent pas sous les mêmes lois. Ils ne sont pas soumis aux mêmes réglementations. Ils peuvent, quand ils vont en justice, certains vont devant des cours militaires, d'autres devant des cours civils, etc. C'est cette situation qui est insupportable. Il est inenvisageable d'imaginer un jour un responsable israélien, quel qu'il soit, décréter l'évacuation, le démantèlement, pas de toutes les colonies, j'imagine bien, mais d'une partie des colonies. Ce qui avait été prévu au moment des négociations d'Oslo, c'était le démantèlement d'un certain nombre des colonies. D'il y a 30 ans. D'il y a 30 ans, et le fait que certains territoires étaient annexés par Israël avec un échange de territoires qui irait aux Palestiniens. Ce qui apparaissait déjà difficile parce que, comme vous disiez, il y a un système politique en Israël qui est très compliqué, qui est, je veux dire, à la proportionnelle intégrale, qui donne des fois aux extrémistes un poids énorme, et donc obtenir même... Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2005, l'évacuation des colons de Gaza, ça avait soulevé énormément. Dans des proportions bien moindres. Il y en avait 5 000, je crois, 5 000. Voilà, donc aujourd'hui, on est... Donc c'est inenvisageable, très concrètement. C'est envisageable. Il y a quand même une solution, parce qu'on a parlé de du président Barack Obama. Il y a quand même quelque chose qui frappe. Si les Américains décident de suspendre l'aide militaire à Israël, Israël ne peut pas continuer. Donc en fait, le problème, c'est que les États-Unis, comme les pays occidentaux, de fait, même s'ils sont critiques par rapport à la politique israélienne, jamais ils ne prennent de mesures pour sanctionner l'État d'Israël. Le 7 octobre, c'est 1200 morts, 250 otages, dont la plupart des civils, et 130 otages qui sont encore aujourd'hui aux mains du Hamas, dont on imagine une grande partie décédée. 1200 morts, dont 500 soldats et policiers. C'était pas seulement ça fait quand même 700, ça fait 700 civils pour pas faire de non, mais tout à fait. De toute façon, tuer des civils, c'est un crime de guerre, il n'y a pas de doute. Mais le Hamas visait un objectif. Je voudrais juste rappeler une chose. En 2022, c'est quelques mois après, le Fatah et le Hamas ont négocié ensemble pour trouver une espèce d'accord, parce qu'ils sont très divisés et que, effectivement, une négociation, y compris avec Israël, suppose
un accord entre eux. Et il y avait une plateforme qui a été faite, une plateforme dans laquelle le Hamas accepte l'idée de la création d'un État en Cisjordanie et Gaza. Et le Hamas disait dans ce texte, si le texte est signé, nous ne ferons aucune opération en Israël. Israël a fait pression, d'ailleurs curieusement à la fois sur le Hamas et sur le Fatah, pour que cet accord échoue. Parce qu'en fait, le problème de Netanyahou, mais aussi d'autres dirigeants politiques, c'est qu'ils ne veulent pas d'accord. Donc ils ne veulent pas une entente entre le Fatah et le Hamas. Come down from the mountain to be carried through meadows and seas, bringing warriors of peace to beat swords into plowshares with grace. And the mothers and fathers will follow as the children are leading the way. Plowshares today. If you want to join the show, take my hand and let us go where the sun is. It's not so far away. When you're weak and when you're strong, don't forget that you belong where your heart is. Just listen to what it says. Me from the speakers of hatred and rage, with them warriors of peace, I'll beat swords into plowshares today. Look at you who are leading from darkness, right with fear of the poor and displaced. Here come those warriors of peace, to beat swords into plowshares today. If you want to join the show, take my hand and let us go where the sun is. It's not so far away. When you're weak and when you're strong, don't forget that you belong where your heart is. My heart is expanding, my spirit is rising, my soul is revealed, my body is healed. Through love and compassion, good people unite to turn anguish to hope and darkness to light. My heart is expanding, my spirit is rising, my soul is revealed, my body is healed. Through love and compassion, good people unite to turn anguish to hope and darkness to light. Darkness to light, darkness to light. If you want to join the show, take my hand and let us go where the sun is. It's not so far away. When you're weak and when you're strong, don't forget that you belong where your heart is. Listen to what it says. Listen to your heart. Swords into plowshares with grace. Here come the warriors of peace, to beat swords into plowshares with grace. Après cette chanson pour la paix de Yael Dekelbaum, nous reprenons l'entretien que le journaliste Alain Grèche a accordé aux médias France 24 le 3 mai 2024. Et il l'a fait à l'occasion de la sortie de son dernier livre sur le conflit israélo-palestinien, livre qui a pour titre « Palestine, un peuple qui ne veut pas mourir ».
Aujourd'hui, Alain Grèche, on l'a dit, le nord de Gaza, c'est des images de désolation, on ne sait même plus comment les qualifier, sachant, et on en reviendra tout à l'heure, que à ce jour, aucun journaliste occidental, sauf CNN, sauf à être embedded avec l'armée israélienne, ne peut aller à Gaza et vérifier effectivement ce qui s'y passe. Mais toujours est-il que les images qu'on reçoit montrent une destruction totale du nord de la bande de Gaza. Et donc, cette menace sur Rafah, où reste 1,5 million de déplacés, c'est ça aujourd'hui la bande de Gaza. Oui, c'est des paysages qui rappellent la Seconde Guerre mondiale, les bombardements des villes allemandes, de Dresde, etc. Tout le monde l'a dit. Et je veux dire, c'est à un niveau... Et c'est quand même important de dire que, quelle que soit l'analyse qu'on fait du 7 octobre, ça ne peut pas justifier le fait qu'on ait tué 35 000 personnes, dont une majorité de civils, même s'il peut y avoir des discussions sur le nombre, etc. Bon, on voit l'ampleur, c'est l'ampleur, la destruction, mais c'est pas seulement d'ailleurs ce que j'explique dans le livre, c'est pas seulement la destruction des gens, c'est la destruction des institutions universitaires. Il n'y a plus d'université debout, il n'y a plus pratiquement d'écoles debout, les hôpitaux ne fonctionnent quasiment plus. Donc c'est ça, c'est une politique de la terre brûlée. Donc pour moi, l'objectif depuis le 7 octobre des Israéliens, c'était d'expulser les Palestiniens de Gaza. Je pense que ça reste un des objectifs. C'est-à-dire, ils ont besoin pour ça d'avoir un aval américain, d'avoir un accord avec l'Égypte. C'est pas sûr qu'ils l'obtiennent, mais je crois que c'est ça, c'est rendre la Gaza, la vie impossible, pour qu'on se débarrasse de 2,5 millions de Palestiniens, si possible. Aujourd'hui comme demain. Rendre la vie impossible aujourd'hui comme demain. Oui, bien sûr, parce que même si on a un cessez-le-feu, après, je veux dire, la reconstruction va coûter des milliards. Et une des choses qui est frappante dans la position ou la non-position du gouvernement israélien, c'est qu'ils ne disent rien de ce qu'ils veulent faire. Il n'y a pas de plan. S'ils veulent annexer la bande de Gaza, qu'ils le disent. Enfin, certains des extrémistes du gouvernement israélien l'ont dit. Mais c'est pas ils veulent pas que l'autorité palestinienne s'installe. Ils veulent évidemment pas que le Hamas s'installe. Ils vont faire quoi? Vous savez que dans le nord de Gaza, il y a eu un moment où il y a commencé à avoir des camions qui sont revenus pendant 2-3 jours. Ils étaient protégés par des gens. Les Israéliens se sont rendus compte que c'était des gens du Hamas. Parce que le Hamas, malgré tout ça, a ressurgi. C'est une force politique. Donc, il y a quand même un flou dans la position israélienne qui rend la situation impossible. Alain Grèche, vous posez la question des buts de guerre. On l'a dit, à ce stade, Israël n'est pas parvenu, contrairement à sa promesse, ni à ramener les otages vivants, comme c'était celle faite dès le 7 octobre par Benyamin Netanyahou, ni à décapiter, c'était le mot employé, le Hamas. Mais du côté du Hamas, quel but de guerre? Vous le dites dans votre livre, le Hamas a atteint certains de ses objectifs politiques, porté un coup d'arrêt à la normalisation avec les pays arabes. Quoique, est-ce que l'attaque iranienne n'a pas un peu changé la donne? Remettre la question palestinienne au cœur des discussions politiques, mais à quel prix? 40 000 morts et quasiment l'ensemble de la bande de Gaza détruite. Est-ce qu'on peut... Oui, mais il faut bien voir, c'est que pour les Palestiniens, le fait de disparaître de la carte politique est un désastre. Et tous les sondages en Cisjordanie montrent que le Hamas, qui n'est pas populaire en tant qu'organisation, les gens n'ont pas envie de vivre sous la direction du Hamas, mais aujourd'hui a vu sa cote de popularité éclater. Pourquoi ? Pas parce qu'ils sont pour des meurtres ou qu'ils sont pour des... C'est parce qu'ils ont l'impression qu'on sort de l'impasse. Et la question, effectivement, vous avez raison, les Palestiniens sont divisés entre l'autorité palestinienne et le Hamas. Israël refuse toute solution. Quelle possibilité de faire quelque chose? C'est la communauté internationale. Et c'est vrai que les États-Unis et l'Union européenne ne font rien. Première chose, Alain Grèche, dans ce livre, vous réglez vos comptes avec les médias occidentaux, français en l'occurrence, auxquels vous reprochez de dérouler le narratif israélien, notamment autour de cet intitulé, je vous cite, « Tzahal dans votre salon ». Sauf erreur, je crois que vous ne citez pas France 24, alors soit vous ne nous regardez pas, soit notre équilibre nous honore, et j'en suis très heureuse. Qui a bien fait son travail depuis le 7 octobre, sachant, je le disais, qu'on ne peut pas aller à Gaza. Si vous voulez, une des difficultés quand on parle des médias, c'est la généralisation. C'est qu'effectivement, si vous regardez l'ensemble des médias, mais personne n'a le temps de regarder, vous allez entendre les différentes positions, et y compris les positions que je défends, vous pouvez les trouver ailleurs. Donc ça existe, ça. Mais il y a un narratif dominant. Et le narratif dominant à partir du 7 octobre, ça a été d'abord une série de mensonges sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Les 40 bébés décapités, les bébés dans les fours, la femme rescapée d'Auschwitz, etc., etc. C'était délibéré. Et c'était délibéré parce que c'était tellement horrible que ça a créé ce que j'ai appelé un génocide d'atmosphère, c'est-à-dire aussi bien en Israël qu'en Europe, c'est normal qu'on les tue, puisque regardez ce qu'ils ont fait d'horrible. Ils ont commis, je l'ai dit, il y a eu des crimes qui ont été commis,
la mort de civils, c'est des crimes de guerre, etc. Mais de toute façon, je veux dire, on ne pouvait pas être dans cette espèce de logorée qui était effectivement la reprise du discours israélien. Ça veut dire que la guerre, ce sont des combats narratifs contre narratifs. Oui, ça vaut mais pour la guerre en Ukraine, on n'est pas partie prenante de ces combats. Normalement, la France ne devrait pas être partie prenante. Or là, vous alliez dans des émissions de télé ou de radio. Je peux vous dire, j'ai été invité dans aucune émission importante de France Inter ou de... Je ne dis pas qu'il faut entendre que ma voix. On va pas détailler trop ici, c'est pas le sujet. Bon, c'est pas le sujet. Mais vous arrivez, on vous dit, est-ce que le Hamas est une organisation terroriste ? Vous êtes sommé de répondre. Pour lutter notamment contre ce que vous appelez l'écrasement de ce rouleau compresseur narratif israélien que se mobilisent les étudiants ici en France, on n'a pas beaucoup entendu parler de paix dans ces manifestations d'étudiants pro-palestiniens. Est-ce que c'est pas ça qui est le plus gênant ? La question principale, c'est le cessez-le-feu, c'est arrêter la guerre, c'est arrêter le risque de génocide qu'a dénoncé la Cour internationale de justice. C'est ça qui est important. Je veux dire, c'est le fait que les étudiants se mobilisent. Moi, je trouve, comme toujours, c'est surtout sur des causes internationales. Au moment où on n'arrête pas de vanter la mondialisation, en même temps, on dit ils veulent importer la. Mais quand les étudiants, par exemple, ceux qu'on voit à UCLA là en ce moment, cette deuxième nuit très très tendue dans ce gros campus américain de Los Angeles, on utilise ce slogan "From the river to the sea", qui dans certaines acceptions, veut dire qu'on est pour l'élimination, la destruction de l'État d'Israël. Est-ce que ça participe d'un débat qui appelle... Est-ce que vous savez que la charte de Likoud, qui est le parti au pouvoir, depuis 1977, dit « Notre but, c'est un État de la mer au Jourdain et au-delà du Jourdain ». Personne, alors qu'ils sont au pouvoir... Je veux dire, et personne ne trouve ça anormal. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Non, mais ce n'est pas parce que certains le disent qu'il faut que l'autre le dise. Non, mais ceux qui disent ça, après on peut discuter, c'est l'idée d'un État démocratique où vivraient juifs, musulmans, chrétiens. Vous êtes sûr que c'est ça que disent les plus radicaux dans les cortèges? C'est pas tout à fait ce qu'on a entendu, Gauthier. Non, je crois que la vraie question aujourd'hui, c'est pas la solution politique, c'est le cessez-le-feu. C'est d'arrêter les risques de génocide qui ont à Gaza. Si le Hamas ne signe pas la feuille, il emportera la responsabilité de la feuille aujourd'hui israélienne? Non, je ne pense pas. On ne connaît, si vous voulez, on a des négociations que le narratif américano-israélien. Moi, comme j'ai dit, il y a deux questions. Il y a la question des otages et des prisonniers, et il y a la question d'arrêter les combats. Et on a vu que pour l'instant, c'est Netanyahou qui refuse de dire qu'on va arrêter les combats. Merci beaucoup, Alain Grèche, d'être venu discuter sur ce plateau en se respectant mutuellement. Palestine, un peuple qui ne veut pas mourir, les liens qui libèrent sa sœur aujourd'hui. Comme vous l'avez entendu, la journaliste de France 24 remercie Alain Grèche, qui est venu parler de son livre, de l'avoir fait en se respectant mutuellement. Et elle a raison de le souligner car ce n'est pas le cas sur les principaux plateaux de télévision où la tension est extrême entre la personne venue défendre la cause palestinienne et les autres intervenants, y compris d'ailleurs les journalistes, qui prennent fait et cause pour le droit du gouvernement israélien à se défendre, quel qu'en soit le prix. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, l'ensemble de la presse française, à part peut-être le Monde diplomatique, dont Alain Grèche a été le rédacteur en chef, et quelques médias en ligne comme Ici et là-bas ou Mediapart, l'ensemble de la presse française, donc, relaie plus facilement la propagande du gouvernement israélien que les voix critiques comme celles des spécialistes des problèmes du Proche-Orient. Le 2 mai 2024, Alain Grèche, directeur du journal en ligne Orient 21, était l'invité du média, et le thème abordé était « Une propagande digne d'un État totalitaire, peut-on aujourd'hui être pro-palestinien ?» Et j'ajouterai comment les jeunes dans le monde qui prennent parti contre le massacre de ce peuple peuvent-ils s'exprimer? Alors écoutons Alain Grèche, il est interrogé par un journaliste du média. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre que vous reconnaissez vous-même dans le prologue comme un ouvrage écrit à chaud dans le contexte de cette guerre? C'est la guerre de Gaza et au-delà des massacres, au-delà du terrible drame que ça représente pour les Palestiniens, j'avais l'impression qu'il y avait aussi d'autres choses qui se jouaient à Gaza. Il se joue l'avenir du peuple palestinien et l'avenir de la paix au Proche-Orient. Mais ce qui m'a frappé dans Gaza, et surtout sur la couverture médiatique et politique dont je parle beaucoup dans le livre, c'est l'impression que
pour nos dirigeants, pour une partie des journalistes importants, cette guerre n'est plus, comme c'était dans les années 70 et 80, un affrontement entre Israël et les Palestiniens, un peuple qui se révoltait à juste titre contre une occupation. Ça s'inscrit dans une guerre de civilisation dans laquelle l'ennemi, c'est pas seulement les musulmans, c'est pas seulement les Palestiniens, c'est c'est pas seulement les Palestiniens, c'est aussi les musulmans. C'est une espèce de guerre de terrorisme. Il y a une entité le terrorisme, mais qui recouvre un peu abstraite. Oui, mais qui recouvre. On avait parlé la dernière fois ici très longuement du terrorisme et de la manière dont c'est manipulé. Mais ça recouvre quelque chose de plus profond et de plus inquiétant, c'est-à-dire la volonté du monde occidental, ou en tous les cas des dirigeants du monde occidental, de s'enfermer dans une espèce de vision d'une guerre que l'Occident est menacé, il est menacé partout, il est menacé en Palestine par les Palestiniens, et il est menacé en France par les musulmans qui seraient une espèce de cinquième colonne. Et je crois que c'est ça qui est nouveau dans le contexte. Je veux dire. Comme j'ai dit, moi j'ai connu cette question de Palestine depuis 50 ans. Globalement, sous l'impulsion du général de Gaulle, sous l'impulsion des différents présidents de la République, en tous les cas jusqu'à Nicolas Sarkozy, il y avait un consensus, y compris à droite, que la question c'était avant tout que donner aux Palestiniens un État. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est devenu une question secondaire, et pas aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, que ce qui nous mobilise, c'est la guerre contre le terrorisme, c'est l'idée que nous faisons face à un ennemi qui est à la fois un ennemi militaire, mais qui voudrait saper les fondements de notre société. C'est ça qui me semble très grave dans le contexte actuel. D'ailleurs, ce n'est pas anodin que l'une des premières prises de parole d'Emmanuel Macron sur le sujet, l'une des premières propositions du président de la République a été de proposer la formation d'une alliance contre le terrorisme, contre le Hamas. Oui, comme si c'était l'enjeu final de cette guerre, en fait. Ça amène deux réflexions. La première, cette proposition totalement absurde, idiote au sens propre, on sait maintenant qu'elle a été soufflée au président de la République par Bernard-Henri Lévy. Et que Bernard-Henri Lévy puisse être un conseiller du président sur les questions internationales, on reste rêveur. Et puis, c'était l'idée, effectivement, d'inscrire ce conflit dans un cadre plus vaste. La Palestine, c'est un conflit d'un peuple qui vit depuis 50 ans sous l'occupation. Et on s'est habitué. Et je dirais le gouvernement français s'était totalement habitué. Et depuis 15 ans, avec Sarkozy, avec François Hollande et avec Emmanuel Macron, il n'y avait aucune initiative. Il faut se rappeler le temps où la France était un moteur actif. Elle n'était pas anti-israélienne, la France. De Gaulle était quelqu'un qui était un grand admirateur d'Israël. Et pourtant, il a pris des positions parce qu'il pensait que c'était la justice, que c'était le droit international et qu'il n'y aura pas de paix et de justice sans droit international en Palestine. C'est ce que vous appelez un peu les dérives françaises. Il y a eu des complaisances un peu traditionnelles comme ça, de Gaulle à Sarkozy, il y a eu Chirac, il y a eu Hollande. On n'a jamais osé clairement se positionner pour la Palestine. Non, on s'est positionné pour la Palestine jusqu'à, on peut dire en gros, jusqu'à Nicolas Sarkozy. Il faut rappeler que la France a été celle qui a porté l'idée qu'il fallait soutenir, en Europe, soutenir l'autodétermination des Palestiniens. Négocier avec l'OLP à un moment où les Américains et Israël disaient l'OLP c'est des terroristes. Et la France a joué un rôle très actif là-dessus. Mais justement parce que la lecture du conflit, c'était il y a un peuple qui vit sous occupation, qu'il faut aider à obtenir un État. Et c'est d'autant plus important que la question palestinienne dépasse très largement les frontières d'Israël-Palestine. C'est une question qui est au cœur de la population dans le monde arabe et musulman et beaucoup plus général, on le voit aujourd'hui. Donc il y avait une volonté politique. Et puis, depuis en gros... C'est-à-dire, c'est à la fois l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy, mais c'est aussi le 11 septembre 2001. Petit à petit, s'est fait un changement de grille de lecture, et qui est pas seulement celui des présidents de la République, qui est aussi celui des élites. Quand même, il y a une chose qui m'a frappé dans ce qui s'est passé depuis Gaza. Éric Ciotti, qui est le président des Républicains. Les Républicains, c'est l'héritier, en principe, de l'UMP, du parti gaulliste de Gaulle. Et on voit Éric Ciotti
proposé de transporter l'ambassade de France de Tel Aviv à Jérusalem. C'est un crachat sur la tombe du général de Gaulle. C'est vraiment une rupture totale. Et personne dans son parti ne trouve ça anormal. Pourquoi cette rupture ? Alors vous passez au crible tous les détails comme la sémantique par exemple, qui tend à justifier un petit peu qu'il y ait une espèce d'offensive, de massacre indiscriminé. On a par exemple très vite entendu parler de guerre d'Israël contre le Hamas, sans considérer que en fait il y avait une population civile qui était la première cible. Oui, et puis surtout on a pensé que le début de l'histoire, c'était le 7 octobre. Et aujourd'hui encore, on vous dit la guerre, c'est 200 jours de guerre, etc. Mais c'est une guerre qui dure depuis 50 ans, sous des formes différentes, et qui se traduit par l'oppression permanente des Palestiniens. Je veux dire, on parle de Gaza, on dénonce le Hamas en disant ils sont méchants, etc. Mais la réalité, c'est 2,5 millions de gens qui vivent sous blocus. Les jeunes ne peuvent pas sortir de ce territoire avant même la guerre du 7 octobre. Et alors, c'est ça qui est extraordinaire. En gros, aujourd'hui, moi, quand on me demande qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé le 7, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé le 6 octobre ? Est-ce que le 6 octobre, on était sur la voie d'un règlement de la question palestinienne ? Est-ce qu'on était sur la voie d'un allègement du blocus, de la création d'un État palestinien ? Et Israël avait un interlocuteur qui était pour lui l'autorité palestinienne. Il n'a pas négocié, non seulement il n'a pas négocié, mais il a maintenu la division entre l'autorité palestinienne et le Hamas, y compris en permettant que des financements arrivent pour le Hamas. De manière, Netanyahou l'a dit clairement et la presse israélienne l'a repris, tant qu'ils sont divisés, tant que les Palestiniens sont divisés, personne dans la communauté internationale va nous demander de négocier avec eux. Et c'était vrai. Depuis 10 ans, il n'y a pas eu de négociation. Et depuis 10 ans, le gouvernement français, qui, comme j'ai dit, à un moment a été actif, n'a rien fait. Emmanuel Macron n'a strictement rien fait pour aider à débloquer cette question palestinienne. En partie, je crois, et je vais dire sincèrement, il pensait que la question était réglée d'une certaine manière, que les Palestiniens allaient disparaître, qu'il y allait avoir la paix entre Israël et les pays arabes, et que, bon, finalement, les Palestiniens, on les passait par perte et profit. Mais le 7 octobre a montré que c'était absolument illusoire.
wine becoming soil, manifesting the age of redemption, the tides recoil. A nod to the horizon and its fire. The soliloquy of time lingers on our tongue, a small prayer, sacred desire. It is us, it is us. The womb no longer a tomb for our daughters, our sons, the golden ones. Our palms up to the sky, inviting the rain to remove the blood stains, still in awe of the hidden sun and her memory. It ain't child's play. La guerre n'est pas un jeu, chante Yael Dekelbaum. Alors je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire et que nous sommes aujourd'hui en compagnie du journaliste Alain Grèche. Alain Grèche vient de publier un livre écrit après l'attaque d'Israël par la branche armée du Hamas le 7 octobre 2023 et aussi 7 mois après le début de la guerre de l'armée israélienne contre Gaza, cette guerre qui a déjà fait plus de 35 000 morts. Le livre a pour titre « Palestine, un peuple qui ne veut pas mourir » et Alain Grèche s'entretient avec le journaliste du Média le 2 mai 2024. Le problème palestinien a disparu dans les années qui ont précédé le 7 octobre. Ils ont disparu du discours politique français, du discours des dirigeants et des médias. Et donc, quand se passe le 7 octobre, les gens disent « Ah, mais comment avant, il y avait la paix. Avant, on tuait... » C'est-à-dire, comme je dis, le calme en Palestine, c'est quand on tue que les Palestiniens. C'est-à-dire, effectivement, avant le 6 octobre, il y avait le calme en Palestine, c'est-à-dire qu'on tuait des Palestiniens. Et avant le 7 octobre, on a tué, en 2023, les Israéliens ont tué plus de Palestiniens que jamais depuis la seconde intifada. Donc, et ça, en Cisjordanie, il n'y avait pas le Hamas. Et pourtant, cette répression, cette colonisation, elle se poursuivait. D'ailleurs, vous dites il y a dans les discours une volonté de un petit peu contraindre les Palestiniens à reconnaître ou à accepter leur sort de peuple vaincu, ce qui rentre un peu en résonance ou en contradiction même en fait avec l'effondrement qu'a été le 7 octobre du système de sécurité israélien. Ça fait très longtemps que c'est une illusion à la fois israélienne et occidentale. L'idée qu'il y a un important responsable américain pro-israélien qui a dit il y a 10 ans de ça, nous avons gagné. Nous, il voulait dire nous, les États-Unis et Israël. La seule chose qui nous manque, c'est que les Palestiniens acceptent qu'ils ont perdu. Or, toute l'histoire nous montre qu'ils n'acceptent pas et qu'ils n'accepteront jamais. Et que donc, soit on est dans cette guerre perpétuelle, soit il faut aller vers la seule solution possible, qui est l'application du droit international. En plus, avec cette dimension que, et c'est un des aspects inquiétants dans cette crise, c'est les positions occidentales de soutien à une politique qui est une politique, même si on récuse le terme de génocide, de massacre à grande échelle, met l'Occident en contradiction totale avec ses principes et discrédite dans le monde arabe et plus largement tout discours occidental. C'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. Notamment au Maghreb, la France a été chassée du Sahel et nous préparons le moment où elle sera chassée du Maghreb. Pourquoi ? Au Maghreb, vous discutez avec n'importe qui, des islamistes aux démocrates, des nationalistes arabes aux communistes, etc. Tous sont d'accord, à la fois dans le soutien au peuple palestinien et dans la condamnation de la politique française. Et en plus, quand ils voient les médias français, parce qu'ils ont l'avantage au Maghreb de parler l'arabe et de regarder beaucoup les médias français, enfin je ne sais pas si c'est vraiment un avantage compte tenu de ce qu'ils voient, ils disent mais si c'est ça le modèle que vous nous proposez, si c'est ça la démocratie, on n'en veut pas. Et donc là, il y a quelque chose de très grave. C'est pour ça que je dis que ce qui se joue à Gaza, ce n'est pas seulement la question de l'avenir du peuple palestinien, c'est aussi l'avenir des relations internationales. Dans le livre, je cite un long article que Agnès Callamard
secrétaire générale d'Amnesty International, a fait. Elle dit, depuis le 11 septembre 2001, l'Occident est en train de jeter aux orties tout le droit international. Ça a commencé avec l'invasion de l'Irak, avec les tortures. C'est-à-dire maintenant la torture qu'on a vue à Abu Ghraib que les Américains exerçaient est devenue quelque chose de normal. Et les Israéliens l'utilisent. Il y a une torture, je veux dire, il faut lire la presse israélienne. Des images de Palestiniens qui étaient déshabillés et mis en file indienne dans la rue, sans que ça ne provoque pas le grand témoin. On sait, il faut lire un peu la presse israélienne, elle n'est pas toujours très objective, mais là, on sait qu'il y a une prison qui est l'équivalent d'Abu Ghraib. En Israël, où on torture les gens, où on obtient de faux aveux, qui permet aussi une propagande en disant, voilà, ils ont reconnu ça et ça. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que, comment vous voulez, si l'Occident accepte cette violation du droit international qui est l'occupation permanente de la Palestine, comment s'étonner que l'Occident ne rencontre pas un soutien très important dans sa politique en direction de l'Ukraine? Les gens disent, oui, vous soutenez l'Ukraine pour des raisons géopolitiques qui n'ont rien à voir avec le droit international. Puisque si vous souteniez le droit international, vous soutiendriez les Palestiniens. Oui. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué à la fois lorsque vous le présentez dans votre livre et à l'observer aussi dans la réalité, c'est la façon dont le caractère colonial de l'État d'Israël peut être parfois totalement sous-estimé, réduit à néant. Vous citez par exemple l'intellectuel camerounais Achille Bembe qui dit « Le droit souverain à tuer n'est soumis à aucune règle dans les colonies. Le souverain peut y tuer à tout moment et de toutes les façons. » On a là en fait une illustration des actions d'Israël qui, de fait, est un État colon. Oui, et en plus, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a tout un débat. Est-ce que le mouvement sioniste est un mouvement de colonisation? Quand le mouvement sioniste a commencé à exister et à s'installer en Palestine, il n'hésitait pas du tout à dire « nous sommes des colons ». Des colons, ça veut dire quoi? Une population européenne qui va dans un territoire où il y a déjà une population, mais qui dit « cette population n'existe pas, où elle n'a pas de droit ». Et ça a été le caractère... je veux dire, c'est ce qui a marqué le mouvement sioniste et donc l'État d'Israël depuis sa création, avec la confiscation de terres, avec l'expulsion de Palestiniens, etc. Avec l'idée, parce que c'était quand même l'objectif, toutes les colonisations n'ont pas été de ce type. Certaines colonisations n'étaient pas des colonisations de peuplement. On n'envoyait pas des gens colonisés. Mais ici, il y avait une volonté, non pas d'utiliser les Palestiniens comme une main-d'œuvre, comme par exemple les Noirs en Afrique du Sud, mais de les expulser. Et de le faire par étapes en fonction des rapports de force. En tout cas, l'observation qu'on voyait de la réduction du territoire aux Palestiniens était progressivement changeante au fil des années. Oui, tout à fait. Mais c'est surtout la population. C'est-à-dire on a expulsé un tiers de la population, 2 tiers en 1948-50. En 1967, on a encore expulsé 300 000 Palestiniens. Et aujourd'hui, pour moi, le but principal de l'opération contre Gaza, au départ, c'était l'expulsion des Palestiniens. Ils espéraient que l'Égypte allait les accepter et qu'on pourrait les expulser. Donc, c'est dans la logique de ce mouvement sioniste, en ce sens qu'il est un mouvement colonial. Et puis, il y a autre chose qui est très important. Si vous voulez, on cite beaucoup Bernard-Henri Lévy, et je me suis payé, si je peux dire, lire son dernier livre, et il dit c'est pas un mouvement colonial. La preuve, c'est que les gens qui étaient là-bas, qui allaient, les colons des années 1920-1930, étaient animés des idéaux socialistes. Et effectivement, ils avaient le drapeau rouge, et ils chantaient l'Internationale, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'une partie importante du mouvement social-démocrate était favorable à la colonisation. Et je raconte que la Commune de Paris, qui a été un élément important en 1871 à Paris, il y a eu des communes dans d'autres pays, dont Alger. Et à Alger, ils étaient avec les objectifs de la Commune de Paris, mais ils étaient pour qu'on réprime en même temps les indigènes qui se révoltaient à la même période. C'est le mouvement social-démocrate et le mouvement socialiste a souvent été porté d'une idéologie coloniale. Et il a fallu la rupture de l'internationale communiste pour qu'au moins en déclaration, mais parfois aussi en acte, il y ait cette rupture entre le mouvement
socialiste, enfin entre la gauche et c'était attitude coloniale, et c'était le mot d'ordre de l'Internationale. C'était plus prolétaire de tous les pays, unissez-vous, mais c'était prolétaire de tous les pays et peuple opprimé, unissez-vous. Ce qui est un changement radical. Mais ça, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens ne le comprennent pas parce qu'ils adoptent cette politique coloniale. Et en France, c'est d'autant plus fort aujourd'hui qu'il y a ce retour du colonial contre les populations considérées comme dangereuses, c'est-à-dire les musulmans, contre qui on a une vraie politique d'État. Je pense qu'elle n'a pas d'équivalent dans les autres pays européens de criminalisation des communautés musulmanes. Et pas des islamistes, pas des islamistes. C'est-à-dire que être musulman aujourd'hui, c'est être suspect en France. Et on l'a vu avec ce livre qui vient de paraître, qui s'appelle « La France, je l'aime mais je la quitte ». Ce sont les élites musulmanes qui sont, d'une certaine manière, l'exemple de la réussite du modèle républicain, qui disent on n'en peut plus. Parce que quoi qu'on fasse, on est suspect si on s'appelle Mohamed ou Fatima. Il y en a qui changent même de prénom. Et ça, c'est effectivement très grave, parce que ça enferme la France dans une guerre civile. Et puis, c'est aussi la victoire du Rassemblement national. Alors, votre critique est surtout politique, ou alors la critique d'un système. Malheureusement, depuis le 7 octobre, il y a un amalgame parfois entretenu par certains relais d'opinion qui laissent à penser que l'antisionisme et l'antisémitisme seraient en fait une seule et même chose dans le fond de la pensée de ceux qui utilisent ces pratiques. Qu'est-ce que vous pensez de cet amalgame qui revient et qui est apparemment de plus en plus accepté comme tel? On ne peut plus critiquer la politique d'un gouvernement israélien, fût-il d'extrême droite, comme l'est celui de Benjamin Netanyahou, sans passer pour être un antisioniste, donc quelque part d'être un antisémite. La réponse, elle est apportée par les communautés juives elles-mêmes. C'est-à-dire, aux États-Unis, par exemple, dans les mouvements étudiants, la place des juifs est très importante, des juifs qui condamnent Israël. En France aussi, elle est moins importante pour des raisons, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais il y a une partie de la communauté juive qui, au nom de ses convictions, de sa philosophie, de sa religion, condamne la politique israélienne. Et ça, c'est très important. C'est une réponse, bon, à moins de dire tous ces juifs sont aussi antisémites, je veux dire, c'est quand même difficile. Ensuite, il y a une confusion. Le sionisme, c'est un mouvement idéologique. On peut le soutenir ou le condamner. L'antisémitisme, c'est un délit. C'est un crime, c'est qu'il faut condamner. Ça n'a rien à voir, je veux dire. Et il y a eu un livre qui vient de paraître qui s'appelle L'antisionisme, une histoire juive. C'est un titre un peu ironique, qui montre que les premiers antisionistes, les plus fervents antisionistes au moment de la création du mouvement sioniste, c'était des juifs qui ont critiqué pour des raisons très différentes. Des fois pour des raisons religieuses, des fois pour des raisons internationalistes, des fois parce qu'ils avaient peur, et c'est ce à quoi on assiste, que cette espèce de double allégeance, ou le fait que, comment dire, Israël s'octroie la représentation des Juifs, qu'ils soient français, allemands, etc., pouvait créer pour eux-mêmes. Donc tout ça, je dirais, effectivement, a créé un certain nombre d'amalgames. Et bon, qu'on soit clair, il y a un regain d'antisémitisme. C'est un prétexte d'antisémitisme, en fait. Non, ça peut exister. Ou ça peut exister que des gens peu politisés reprennent des mots d'ordre qui sont antisémites. Il faut les condamner, il faut les combattre. Et je crois que le mouvement de soutien aux Palestiniens est conscient de ça. Mais ça ne veut pas dire que tout le mouvement... Ça ne veut pas du tout dire que tout le mouvement l'est. Je dirais, ce qui est étonnant quand même, c'est quand on réfléchit à l'histoire, Israël a été créé comme refuge pour les Juifs du monde. C'est peut-être l'endroit où ils sont le plus en danger. Et deuxièmement, Israël, par son identification entre nous, Israël, et les Juifs, met les Juifs en difficulté. Je veux dire, on a eu cette affaire des franco-israéliens qui servent dans l'armée israélienne, dont certains ont commis des crimes de guerre, qui, j'espère, passeront devant les tribunaux. Mais imaginons ces jeunes revenant dans leur quartier
et se glorifiant d'avoir participé à ce massacre des Palestiniens. Comment ça va être ressenti? Et puis les gens, en même temps, les gouvernements disent « Ah, il ne faut surtout pas importer le conflit israélo-palestinien en France ». Mais ces gens, ils ne l'importent pas. Ils vont là-bas se battre et ensuite ils reviennent se vanter, y compris un certain nombre, se vanter de crimes qu'ils ont commis. Donc là, il y a vraiment un jeu très dangereux. Je pense qu'Israël met en danger les Juifs du monde. Après ce chœur des musiciennes israéliennes conduit par Yael Dekelbaum, nous reprenons la dernière phrase du journaliste Alain Grèche. Alain Grèche a dit « Israël met en danger les Juifs du monde ». Alain Grèche, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique, a raison. Il y a, y compris en France, des Juifs qui s'opposent au gouvernement israélien et qui s'opposent, comme Alain Grèche, au massacre des Palestiniens. Alors, il y a la question de la censure qui est de plus en plus prégnante. Certaines dérives qu'on a pu observer lorsque certaines voix s'élevaient en faveur des Palestiniens et qui étaient tout de suite accusées de faire le jeu du Hamas. On a parlé d'apologie du terrorisme des personnalités politiques convoquées par la police. Est-ce qu'on n'est pas dans une dérive totale de ce qu'on a appelé le soutien inconditionnel ? Il y a plusieurs éléments là-dedans, vous avez raison. D'abord, il y a une décision du gouvernement, des autorités, d'Emmanuel Macron, de Darmanin, de criminaliser le soutien aux Palestiniens. C'est les directives, dès le 10 octobre, il y a la directive du ministre de la Justice, etc. Ça, c'est une volonté réelle d'empêcher que s'exprime
la solidarité. Et c'est vrai que ça crée la peur, notamment dans les communautés musulmanes. Il y a une peur d'être identifié au terrorisme, et donc les gens ont moins de courage pour parler. Mais c'est vrai aussi dans la communauté universitaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont suspendus de leur poste, où il y a des mesures administratives, il y a des gens qui sont licenciés. Donc effectivement, il y a une volonté de réduire le débat. En l'occurrence, ce qu'ils font, les personnalités politiques, pour le coup, c'est ce qu'ils ont fait, par exemple, dans le cadre du communiqué de LFI, c'est de recontextualiser un peu ce que vous faites en fait dans ce livre, c'est de dire le massacre du 7 octobre, il a eu lieu dans un contexte. On ne peut pas sortir cet événement, aussi dramatique soit-il, de son histoire globale. Est-ce que ça justifie d'être accusé d'apologie du terrorisme? Non, bien sûr. Alors, il faut rappeler que, quand même, cette incrimination a été introduite dans la loi par le gouvernement de François Hollande en 2014, à la suite ou 2015, à la suite 2015, je crois, à la suite des attentats de Paris, et que c'est une mesure totalement attentatoire aux libertés. Et on voit comment elle est utilisée. C'est-à-dire, il y a dans la loi, on pouvait être poursuivi pour apologie de crimes de guerre, etc. Il n'y avait pas besoin d'une loi supplémentaire. Là, on voit bien, comme on ne sait pas ce que c'est le terrorisme, comme c'est un concept tellement vague qu'on peut accuser n'importe qui de terrorisme, aujourd'hui, ça sert effectivement à empêcher l'expression de voix dissidentes. Mais plus largement, il faut le dire, que notre paysage médiatique, ce n'est pas le cas seulement de la France, est un paysage aujourd'hui qui est dominé par quelques puissances, les puissances de l'argent. Il y a une espèce de récit unique. Je veux dire, pendant les premières semaines après 7 octobre, on était dans une propagande digne d'un régime totalitaire, où vraiment on n'avait pas le droit de porter une parole dissidente. Donc il y a ça aussi qui joue, c'est-à-dire qu'il y a eu une dérive du système médiatique depuis plusieurs années, avec le rôle que joue Bolloré, le rôle que jouent les puissances de l'argent, etc., qui est effectivement très inquiétant. Alors, il y a la question un peu taboue du caractère de résistance que certains attribuent au Hamas. Vous citez notamment Stéphane Hessel, qui parlait du fait que parfois il aurait pu être vu, lui, en tant que résistant, comme un terroriste, et que finalement l'histoire l'a réhabilité dans son rôle de résistant. Mais ça se joue en fait du positionnement qu'on a vis-à-vis d'une certaine histoire. Et dire que le Hamas est un mouvement de résistance n'empêche pas de qualifier aussi ces actes comme étant des actes terroristes. En général, les mouvements de libération nationale, au cours de l'histoire, ceux qui ont utilisé la lutte armée ont utilisé le terrorisme, j'aime pas le terme, mais disons des actions qui ont visé les civils. Le FLN algérien l'a fait à une grande échelle. L'ANC sud-africaine l'a fait à une échelle plus petite, en fonction des circonstances dans lesquelles on n'a pas le temps de... Mais, comme j'ai dit, l'utilisation du terme terrorisme permet d'abord de diaboliser l'ennemi. Vous n'êtes pas contre un ennemi politique qui a des objectifs, etc., mais vous êtes contre l'incarnation du mal, donc, et de dépolitiser la question. C'est-à-dire, il n'y a pas... Avec quoi vous voulez discuter avec les Palestiniens aujourd'hui? Avec le Hamas? C'est impossible de discuter, parce que c'est le mal incarné. Et en fait, il faut rappeler le Hamas, quelle que soit l'opinion qu'on a de lui, il a été jusqu'à 45% de voix dans des élections relativement démocratiques, il représente une part de la population palestinienne. Donc il faudra faire avec lui, je veux dire. Et d'ailleurs, je veux dire, aujourd'hui, on le sait, l'intervention israélienne est un massacre à grande échelle, mais c'est un échec politico-militaire. C'est-à-dire que Israël n'a pas réussi à briser le Hamas comme structure politique. Et chaque fois qu'Israël s'est retiré de territoire, y compris du nord de Gaza, où normalement, ils ont installé leur hégémonie et ils ont tout brisé, ils ont brisé totalement le Hamas, on a vu que au moment des distributions de vivres, etc., c'était des gens du Hamas qui réglaient la vie quotidienne des gens. Donc, je veux dire, comme on dit, on finit par négocier avec ses ennemis. Je veux dire, l'idée, on ne négociera jamais avec les terroristes, c'est ce que les Britanniques disaient à propos de l'armée à propos de l'IRA en Irlande, c'est ce que le gouvernement français disait à propos du FLN algérien. Donc, bon, c'est
Voilà, les questions sont politiques, elles ne sont pas morales. Elles sont, bien sûr, moi j'aime pas le terme terrorisme, mais il y a effectivement des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, etc. Mais il y a eu des violations de ce point de vue, y compris par le Hamas, mais y compris d'abord par Israël, parce qu'Israël le fait à grande échelle. Mais avant tout, il y a la violation du droit politique international, qui est le droit des Palestiniens à l'autodétermination, qui est bafoué depuis 60 ans, malgré toutes les condamnations des Nations Unies, y compris le Conseil de sécurité où les États-Unis ont le droit de veto. Donc c'est ça le vrai problème. Et si on ne résout pas ça, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer après la fin des combats à Gaza. On aura peut-être l'impression que tout est réglé, et puis dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça repartira. Si tout redevient comme avant, on aura l'impression que tout est réglé, et dans 3 ans, 5 ans, ça repartira, nous dit Alain Grèche, directeur du journal en ligne Orient 21. En effet, quand j'avais interrogé Alain Grèche au Monde diplomatique à la sortie de son livre « De quoi la Palestine est-elle le nom ?», alors c'était en 2011, le 4 mai 2011, donc il y a plus de 20 ans, pour l'émission Civis Pacem, son analyse du conflit israélo-palestinien annonçait déjà les futurs affrontements entre l'armée israélienne et les mouvements de résistance palestiniens. On peut se demander aujourd'hui pourquoi les jeunes universitaires dans le monde entier sont sensibles au massacre des Palestiniens. Alain Grèche nous expliquait déjà donc en 2011 pourquoi. Il y a des moments où des conflits représentent, je dirais, la vérité d'une époque. Ça a été le cas du conflit vietnamien et de l'Indochine, puis ensuite le cas du conflit sud-africain. Et je rappelle d'ailleurs que pour l'Afrique du Sud, une partie des gens qui défendaient le régime de l'apartheid disaient « mais attendez, pourquoi vous mobilisez sur l'Afrique du Sud? Regardez, les dictatures africaines, elles font beaucoup plus de morts. » Et c'était vrai. Mais la différence, c'est que justement là, on est au confluent de l'Occident et de l'Orient, et du Nord et du Sud. C'est-à-dire, tous ces conflits ont été majeurs pour notre époque, parce que ce qui est majeur dans notre époque, c'est pas la montée du communisme, la chute du communisme, etc., c'est la disparition du système colonial. C'est-à-dire, on a du mal à réaliser et à comprendre à quel point ce système nous a marqué, et a marqué, je veux dire, l'histoire des 2 derniers siècles. C'est une histoire qui a quand même été faite par une minorité de 20 ou 30% du monde qui dominait le reste. Je veux dire, on est vraiment très très loin d'avoir imaginé ce que c'est. Alors c'est pas pour, espèce de rabâchage, de culpabilité, etc., mais parce que ça marque encore cette époque. Et la Palestine est une manière de montrer comment ça continue de marquer cette époque, et comment l'Occident, sur ce conflit, qui est largement un conflit colonial, même s'il y a d'autres dimensions liées à la question juive, comment l'Occident est justement, ce que je dis, dans une idée de 2 poids, 2 mesures. Mais alors justement, cette colonisation ne se termine pas, et elle est faite en plus par un peuple d'Israël qui a été amené là. Vous avez l'impression que donc ces personnes qui mènent actuellement les opérations coloniales sont elles-mêmes les victimes ou sont passées de l'autre côté? Elles sont, les Juifs sont en partie les victimes. Ils ont vécu des choses horribles. Il y a eu le génocide, il y a eu les persécutions, etc. En même temps, je rappelle dans le livre que chaque fois que les Juifs, qui pour moi ne constituent pas un peuple, il faudrait qu'on décide qu'est-ce que ça s'appelle un peuple, mais chaque fois que les Juifs ont eu le choix de décider où ils voulaient aller, ils ont été aux États-Unis et jamais en Israël. C'était le cas entre 1880 et 1930, et c'est à partir du moment où les portes des États-Unis et de l'Europe se sont fermées qu'il y a eu un certain nombre de gens qui ont été en Israël. C'était les cas des Juifs soviétiques, qui ont été d'abord massivement aux États-Unis, et c'est à partir du moment où, sous la pression israélienne, les États-Unis ont fermé leurs portes à cette immigration, qu'ils ont choisi d'aller en Israël. Donc, la question, c'est qu'on peut être à la fois... le fait d'avoir été victime, malheureusement, n'immunise pas contre le fait de devenir oppresseur. Au contraire, parfois, le fait d'avoir été victime et d'avoir été victime d'injustice fait que les gens ont l'impression qu'ils ont le droit de se défendre. On voit dans les témoignages d'un certain nombre de colons en Palestine avant les années 30,
qui ne comprennent pas l'hostilité des Arabes et qui identifient l'hostilité des Arabes à l'hostilité dont ils ont été victimes dans la Russie tsariste. Ce qui n'avait rien à voir. Les Arabes, ils étaient contre eux parce qu'ils venaient prendre leur terre. Donc c'était une réaction, je dirais, normale, entre guillemets. Donc aujourd'hui, c'est évident qu'ils sont du côté des oppresseurs. Ils sont pas du côté, ils sont les oppresseurs. Et même s'il y a une vraie peur dans la population israélienne qui est liée à l'histoire des Juifs, il y est aussi à une manipulation. C'est-à-dire, il faut quand même rappeler que la majorité des Juifs en Israël, c'est des Juifs séfarades qui n'ont pas subi le génocide. Et donc, je veux dire, bon, la manière dont moi qui ai grandi dans un milieu juif en Égypte, je veux dire, le génocide, c'est pas une partie de l'histoire des Juifs d'Égypte. Oui, parce que vous dites que vous l'avez découvert à travers les lectures. Oui, tout à fait. Personne, la communauté juive, elle se sentait pas du tout. Il y a quelqu'un qui dit à propos de l'an prochain à Jérusalem, en Égypte, il suffisait, jusqu'à la création de l'État d'Israël, il suffisait de prendre le train et le soir on était à Jérusalem. L'idée que les Juifs pouvaient pas aller à Jérusalem est absolument fausse. D'ailleurs, il y avait plein de Juifs religieux qui allaient mourir à Jérusalem. C'est à partir du moment où il y a eu la création d'Israël que les problèmes se sont créés. Alors, vous dites carrément que actuellement le racisme s'impose en Israël. Vous avez l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de racisme en Israël? Oui, c'est vraiment une société extrêmement discriminatoire. Alors, il y a toujours un débat, est-ce que c'est comme l'Afrique du Sud? Non, évidemment, c'est pas comme l'Afrique du Sud, ne serait-ce que parce que les Palestiniens d'Israël, c'est-à-dire 1,5 million de personnes, ont le droit de vote. Mais ce sont des citoyens de seconde zone, et les Palestiniens des territoires occupés, ils sont dans la pire des situations parce qu'ils n'ont pas le droit de vote, ils vivent sous occupation, et ils sont victimes vraiment d'un racisme anti-arabe qui est de plus en plus fort, qui est utilisé par, d'ailleurs, une partie des forces politiques israéliennes, et notamment avec Dor Lieberman, qui est représentant du parti russe, qui est le puissant ministre des Affaires étrangères, et qui est un des hommes, qui est vraiment quelqu'un que ici on qualifierait sans aucun problème de fasciste, tellement ses vues sont extrémistes et racistes. Donc vous utilisez les termes racisme, vous utilisez les termes fascisme pour désigner certaines personnalités du gouvernement, mais est-ce que vous le justifiez comment? Par des agressions permanentes aussi, non seulement par exemple sur les Palestiniens de Gaza, mais aussi sur les Libanais? Non, d'abord c'est le fait qu'ils traitent leurs propres citoyens. Là je parle des Palestiniens qui vivent dans l'État d'Israël, qui ont un passeport israélien. Vous savez qu'il n'y a pas de nationalité israélienne. C'est une chose que les gens ne savent pas. Vous ne pouvez pas être israélien. Vous êtes soit juif, soit arabe dans cette société. Il y a d'ailleurs des juifs israéliens qui essayent d'aller devant la Cour suprême pour obtenir la création d'une nationalité israélienne qui ne ferait pas de différence entre les arabes et les juifs. Mais là, il y a une vraie différence, et à travers différentes lois, il y a une discrimination réelle dans le traitement des Arabes, et les villages arabes n'ont pas le statut de ville qui pourrait leur donner que d'autres villages juifs ont, parce que quand on atteint un certain degré de population, un certain niveau de population, on obtient des statuts spéciaux. Dans les pays arabes, dans les villages arabes, on ne le prend pas, on ne l'obtient pas. Les terres sont confisquées. C'est la colonisation au sens confiscation des terres a toujours continué dans les zones arabes, avec sous différents prétextes, sécurité, etc. Donc il y a vraiment un traitement discriminatoire. Et alors, quand on parle des Palestiniens des territoires occupés, c'est encore pire. C'est-à-dire, il suffit d'avoir été une fois dans un checkpoint, c'est-à-dire où les soldats font attendre des vieilles personnes, des enfants pendant des heures sous le soleil, les insultes. Enfin, il y a plein d'exemples qui fonctionnent sur YouTube. C'est vraiment une société raciste, et où le racisme anti-arabe est utilisé en plus par la population, par le gouvernement, pour dresser la population contre les Palestiniens. Alors, votre critique de l'État d'Israël, est-ce que vous n'allez pas être accusé d'antisémitisme? Ça, c'est classique aujourd'hui. Même les personnes qui sont, disons, de confession juive, qui osent critiquer Israël aujourd'hui, sont peut-être même menacés. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un gouvernement israélien, et des fois un gouvernement français aussi, qui essaye de confondre la critique d'Israël et la critique et l'antisémitisme. Bon, je veux dire,
moi, ce qui me frappe, c'est comment l'État d'Israël arrive à identifier, à créer une identification avec les Juifs. En se proclamant État juif, il prend en otage l'ensemble de la communauté juive. Moi, selon la loi juive, je suis juif puisque ma mère est juive. Mais je refuse d'être considéré comme de près ou de loin ayant un rapport avec cet État. Mais d'une certaine manière, on le prend. Et d'une certaine manière, on crée la confusion. Quand il y a des gens vous trouvez dans les journaux normaux israéliens, ils lèvent de l'argent pour l'armée juive. Ils disent l'armée juive. Ils disent pas l'armée d'Israël. Ils disent l'armée juive. Bon, je veux dire, c'est quand même des choses inimaginables. Et après, on s'étonne qu'il y ait une confusion dans la tête d'un certain nombre de gens entre juifs, israéliens, sionistes, etc. C'est l'État d'Israël qui, d'une certaine manière, alimente cet antisémitisme. Maintenant, cet antisémitisme, il faut aussi le combattre sans aucune concession. Je pense que dans nos sociétés occidentales, c'est un phénomène très marginal par rapport à ce que c'était dans les années 30. Il n'y a aucun grand parti politique qui se réclame de l'antisémitisme, alors que dans les années 30, c'était une position politique. On peut voir que on peut élire aujourd'hui un premier ministre, un président, n'importe quel poste, un juif, et tant mieux. Je veux dire, ça pose pas de problème. Bon, donc aujourd'hui, on peut agiter, quand on agite souvent malheureusement cet étendard de l'antisémitisme, c'est beaucoup pour une défense de l'État d'Israël. Donc, à la fois, il faut refuser tout antisémitisme quel qu'il soit, et en même temps refuser son utilisation, et dire qu'aujourd'hui aussi, le racisme essentiel dans nos sociétés occidentales, elle touche avant tout les musulmans, et c'est eux qui sont les victimes, c'est eux qui sont les nouveaux juifs des années 30, et c'est eux qu'il faut en priorité défendre. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir aujourd'hui le tournant de Marine Le Pen, qui est le même que celui du tournant de toute l'extrême droite européenne. C'est à part des petites fractions qui restent attachées à la vieille idéologie nazie, antisémite, etc., la plupart des grands partis de l'extrême droite considèrent Israël comme un avant-poste de l'Occident dans la lutte contre les Arabes et les musulmans. Et Marine Le Pen, dès qu'elle a pris le pouvoir au front, elle a fait une grande interview pour expliquer que Auschwitz et le génocide des Juifs était le pire moment de l'histoire du XXe siècle. Elle a été, comme vous savez, invitée à Radio J, et à la dernière minute, Radio J a décommandé, et elle a fait une déclaration pour dire, mais c'est scandaleux, on ne me permet pas de parler à mes concitoyens israélites, j'aurais pu leur dire qu'ils étaient victimes de l'antisémitisme qui vient des musulmans et des frères musulmans. Donc, on voit bien le type de discours qu'on développe aujourd'hui. Alors, vous parlez aussi de Bernard-Henri Lévy. Vous dites qu'il n'est pas Victor Hugo. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous aimiez beaucoup Victor Hugo depuis votre jeunesse. En quoi il n'est pas Victor Hugo? Non, je rappelle un texte de Victor Hugo à propos des révoltes de 1848 en France, où il dit en gros on ne peut être que du côté des opprimés. Et je mets ça en relation avec un texte que Bernard-Henri Lévy a écrit sur Gaza, et une image aussi qui aurait dû le discréditer définitivement aux yeux de n'importe quelle personne sincère, c'est-à-dire qu'il entre dans Gaza sur un char israélien. On imagine ce que c'est, je veux dire, même si vous pensez que l'opération pouvait être justifiée, entrer sur un char israélien, comme je dis, c'est un peu comme si il avait été dans un avion italien ou allemand au-dessus de Guernica en 37 et que la ville avait été bombardée et qu'il ait dit parce qu'il dit de Gaza, la ville est peut-être un peu sonnée. Il est à des kilomètres et des kilomètres de Gaza. Et il aurait pu dire sur Guernica, peut-être la ville est un peu sonnée sous les bombardements. C'est vraiment quelque chose qui est, je veux dire, c'est là où on mesure l'ampleur du deux poids deux mesures. C'est-à-dire la même situation dans n'importe quel autre contexte aurait entraîné une condamnation extrêmement ferme de nos intellectuels. Et là, pas du tout. Il y a l'idée que Israël est une démocratie. Il est allé expliquer aux combattants libyens que la démocratie israélienne était un miracle. Je veux dire, il dit, les gens m'ont regardé avec des yeux étonnés. On les comprend, les gens. Il faut voir ce que ça représente Israël pour le monde arabe. Ça représente avant tout l'injustice faite aux Palestiniens.
Vous parlez souvent de Nelson Mandela, vous faites des comparaisons avec l'Afrique du Sud. Est-ce que vous pensez que ça peut être une solution pour la Palestine ? Je parle de Nelson Mandela pour essayer de briser ce qui me semble être une espèce d'image iconique qui a été présentée par lui comme quasiment un apôtre de la non-violence, un homme qui était pour le dialogue, etc. C'est pas vrai du tout. Nelson Mandela a été l'homme qui a déclenché la lutte armée en Afrique du Sud, y compris avec des formes d'action terroriste, donc, et qui a toujours dit que il fallait une solution, un homme, une femme, une voix. Et c'est-à-dire une solution d'un État démocratique. Maintenant, une fois qu'il a obtenu ça, il a été très intelligent et il a fait preuve d'une vraie volonté de créer des conditions qui rassurent les Blancs, qui fassent qu'il n'y ait pas d'exode blanc massif, etc. Ça, c'est autre chose. Et Mandela dit notamment sur l'usage de la violence, il dit la violence, elle n'est jamais décidée par les opprimés. Elle est toujours la violence des oppresseurs et la réponse des opprimés à la violence des oppresseurs. Donc, il est très loin de la figure, je dirais, christique qu'on en a faite. C'est pour ça que c'est important. Il y a des comparaisons possibles entre l'Afrique du Sud et l'Israël-Palestine, mais en même temps, il y a aussi des différences qui est importantes à voir. Bon, d'abord, je l'ai dit, les Juifs, les Palestiniens d'Israël ont le droit de vote. Les Noirs n'avaient pas le droit de vote. Il y a un problème démographique aussi. Le rapport démographique des Blancs aux Noirs était de 1 à 10 en Afrique du Sud. Il est de 1 à 1 en Palestine-Israël. Donc, c'est très difficile de faire des comparaisons. Mais ce qui est vrai, c'est que, et d'une certaine manière, c'est reflété par les révolutions arabes, aucune solution n'est possible sans une égalité réelle entre les citoyens, qui soient de confession juive, de musulmans, chrétiens, etc. Et c'est ça la question. Sous quelle forme politique ça va se concrétiser, je n'en sais rien, c'est l'affaire des gens sur le terrain, pas la nôtre. Mais c'est important de voir que si le processus de négociation a échoué, c'est parce que jamais le gouvernement israélien n'a considéré les Palestiniens comme des égaux. Et comme je le dis dans une formule, en fait, le gouvernement israélien a toujours considéré que la sécurité d'un Israélien vaut la vie de 10 Palestiniens. Cette pression internationale ne peut pas à elle seule résoudre. C'est-à-dire, la résolution, elle passe par la mobilisation d'abord des Palestiniens. Elle passe aussi par la prise de conscience en Israël que sa politique est une impasse. Et notamment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sécurité aujourd'hui, c'est-à-dire le renforcement, par exemple, et du Hezbollah et du Hamas, même si c'est à un niveau beaucoup plus limité, à Gaza, militaire, c'est une menace pour Israël, ils en sont conscients, ils ne savent pas comment la combattre. Et tant qu'ils seront dans cette position sans arrêt d'extension, de bombardement, etc., ils auront une sécurité faible. Et paradoxalement, Israël cherche une espèce de sécurité absolue qu'elle n'a aucun État du monde. Aucun État ne peut avoir une sécurité absolue. Et cette sécurité absolue aboutit sur une insécurité permanente. Il n'y a pas d'État plus insécure qu'aujourd'hui l'État d'Israël. Il n'y a pas d'État plus insécure que l'État d'Israël, disait déjà Alain Grèche en 2011, après avoir analysé la situation de la Palestine dans son livre intitulé « De quoi la Palestine est-elle le nom ?» Alain Grèche savait qu'un jour ou l'autre, la sécurité d'Israël serait mise à mal par la résistance palestinienne. Et nous avons entendu en début d'émission la présentation de son livre « Palestine, un peuple qui ne veut pas mourir », dans lequel Alain Grèche analyse la situation en Israël et à Gaza en 2024, sachant que son livre a été écrit après l'attaque du 7 octobre 2023. Alors nous remercions Alain Grèche, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique, de nous avoir livré à nouveau une analyse pertinente du conflit israélo-palestinien. Et nous vous recommandons bien sûr la lecture de son dernier livre et aussi nous vous conseillons de consulter régulièrement le site Orient 21 dans lequel vous trouverez de nombreux articles sur le monde. Alors il me reste bien sûr à remercier les journalistes de France 24 et du Média qui ont interrogé Alain Grèche sur la situation actuelle en Palestine. Je remercie aussi Frédéric qui assure chaque semaine la diffusion des émissions Civis Pacem sur Radio Libertaire. Et nous terminons cette émission en musique avec une chanson pacifiste de Yael Dekelbaum intitulée « Prière des mères ». À la semaine prochaine. Ciao, ciao.
רכישת רוח ים מנשבת מאי שם וכביסה מתנפנפת לצילי החומה بين الأرض والسماء ناس كتير بعيشوا سوا ما تخافوا تحلموا بالسلام والأمان متى يمسوا خمات بخار ושבתי